Thème 3A, variation génétique et santé. Ce thème comprendra 3 chapitres. Dans le premier chapitre que nous allons commencer tout de suite, nous allons aborder la question du lien entre un certain nombre de pathologies, de maladies, et puis notre patrimoine génétique. Dans un deuxième chapitre, nous parlerons des maladies qu'on appelle le cancer. Et puis, dans le chapitre 3, nous parlerons des bactéries et de la résistance aux antibiotiques au cours de ce chapitre 3. Donc tout de suite, nous allons commencer par le chapitre 1 qui concerne donc le lien entre notre patrimoine génétique et notre santé. Alors, au cours de ce chapitre, nous allons voir que finalement il y a deux extrêmes en termes d'origine des maladies. Il y a des maladies qui sont purement génétiques. Vous voyez ici par exemple une affiche de sensibilisation, d'appel aux dons pour une maladie qui s'appelle la mucoviscidose, que nous allons développer dans cette vidéo. Cette maladie, elle est clairement d'origine génétique. Elle est liée à une mutation qui est présente dans l'ADN des malades et qui font que ces gens-là développent cette maladie. Il n'y a aucune cause autre que la cause génétique. Et puis, à l'autre extrémité, on peut imaginer des maladies qui sont purement environnementales et qui n'ont absolument rien à voir avec notre génome. Alors ça, c'est pas forcément facile à trouver une maladie qui soit indiscutablement purement environnementale. J'ai imaginé par exemple que vous preniez une météorite sur la tête. Ça, clairement, c'est la faute à pas de chance et ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dans notre ADN de façon indiscutable. Donc ça serait vraiment les pathologies dont on souffrirait si après avoir pris une météorite sur la tête, si la météorite est vraiment pas trop grosse bien sûr, ça serait vraiment quelque chose qui n'aurait rien à voir avec notre ADN. Ce sont deux cas un peu extrêmes d'origine des maladies. Pour savoir si une maladie est environnementale ou génétique ou entre les deux, eh bien on va avoir recours au calcul d'un indice qui s'appelle le risque familial relatif. Et pour revenir sur la mucoviscidose, vous avez ici la photographie de Dorothy Andersen, qui était une pédiatre américaine et qui a fait en fait ce raisonnement concernant la mucoviscidose. D'abord, elle a travaillé à étudier cette maladie, à en décrire les symptômes, les causes, le fonctionnement, et ça on va l'expliquer juste après. Et puis elle a fait une étude épidémiologique sur la mucoviscidose. C'est-à-dire qu'en fait, elle a calculé cet indice qu'on appelle le risque familial relatif. Cet indice est composé en fait du rapport entre deux chiffres. D'abord, il faut établir le risque d'être atteint de la maladie, donc c'est valable pour n'importe quelle maladie, d'être atteint de cette maladie quand on a un frère ou une sœur atteint de la maladie. Donc sur l'État de New York, elle a fait le recensement, elle avait 13 malades. Ces 13 malades appartenaient à des fratries, avaient des frères et sœurs, et en tout, ces fratries étaient composées de 58 personnes. Donc, du coup, le risque à New York, à cette époque-là, d'avoir la mucoviscidose quand on a un frère ou une sœur malade, était de 13 sur 58. Et puis, elle a fait aussi le calcul de ce risque dans la population générale. Et à l'époque, un enfant sur 2500 naissait avec la mucoviscidose. Quand on fait le rapport entre ces deux risques, on obtient un indice qui ici s'élève à 560. Et cet indice, on va le placer sur une échelle qui est une échelle qui va nous informer sur les causes, en fait, sur l'origine de ces maladies. On considère que lorsque cet indice est supérieur à 100, ce qui est bien sûr là très largement le cas, eh bien la maladie est génétique. Alors c'est assez logique, c'est-à-dire que si le risque d'être malade lorsqu'on a un frère ou une sœur malade est beaucoup plus élevé que le risque d'être malade lorsqu'on n'a pas de frère ou sœur atteint, à ce moment-là, effectivement, ça signe le fait que l'ADN y est pour quelque chose. Inversement, lorsqu'on est en dessous de 100, mais quand même au-dessus de 1, à ce moment-là, on est sur une maladie plurifactorielle, c'est-à-dire qu'il va y avoir des causes génétiques, mais aussi des causes environnementales. Vous avez des exemples, par exemple, si on considère l'infarctus du myocarde, suivant les régions, suivant les études, on va trouver des risques familiaux relatifs qui sont entre 2 et 7. Donc si vous voulez, si vous avez 2 fois plus de risques de faire un infarctus du myocarde, donc un problème cardiaque, ça montre bien que si vous avez un frère ou une sœur qui lui-même a fait un infarctus du myocarde, ça montre bien qu'il y a quelque chose de génétique. Mais en même temps, ça n'est pas une différence qui est fondamentalement aussi forte que dans le cas de la mucoviscidose, on parle de 560, et donc il n'y a pas que ça, il y a aussi l'alimentation, le sport, le tabagisme et d'autres facteurs qui font que on peut être sujet à risque d'infarctus alors qu'on n'a pas de frère ou de sœur qui a déjà fait ce type de problème. Le cancer du sein, pareil, vous voyez, on a un indice qui va naviguer entre 1 et 10, donc on est sur quelque chose qui a certes une composante génétique, mais aussi
et beaucoup une composante environnementale. Donc au cours de ce cours, on va développer deux exemples finalement. Un exemple de maladie purement génétique, la mucoviscidose. On va développer un petit peu le cas de cette maladie, et ça sera l'objet de cette vidéo. Et puis dans une prochaine vidéo, on étudiera aussi un exemple de maladie plurifactorielle. On va développer la question de l'infarctus du myocarde qui possède des origines à la fois génétiques, on n'est pas tous égaux devant l'infarctus, mais aussi environnementales. C'est sûr qu'en fumant beaucoup, eh bien, on s'expose de façon très forte à ce type de pathologie. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, aussi dans une prochaine vidéo, je donnerai quelques pistes parce que ces questionnements ouvrent des débats éthiques, politiques, commerciaux, de santé publique aussi, qui sont extrêmement variés et compliqués et complexes. Alors, on va attaquer tout de suite par l'étude d'une maladie génétique, la mucoviscidose. Il faut savoir que la maladie de la mucoviscidose est aussi une maladie qui est le cas le plus simple en fait, puisque c'est une maladie monogénique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul gène qui est impliqué dans cette maladie. Alors on va voir trois choses à propos de cette maladie. D'abord, on va décrire ses symptômes, ses causes. C'est là qu'effectivement on va retomber sur un seul gène à la fin. Ensuite, on va étudier un petit peu les traitements qui sont aujourd'hui en application et en espoir de guérison dans un futur qu'on espère le plus proche possible. Et puis enfin, on verra que le plus simple, pour l'instant en tout cas, bien sûr, c'est quand même d'éviter de donner naissance à un enfant malade. Alors, pour ce qui concerne la description des symptômes, on va réinvestir un vocabulaire qu'on a déjà vu plus tôt dans l'année, à savoir qu'une maladie génétique peut se décrire très facilement en regardant d'abord le phénotype macroscopique, ce qui se passe en gros sur la personne, et ça s'explique par des phénomènes qui se passent au niveau cellulaire, ce qu'on appelle le phénotype cellulaire, et ça s'explique à son tour par des phénomènes moléculaires, donc souvent des protéines, c'est bien le cas, et ces protéines qui souvent sont pas normales dans le cas des maladies génétiques, eh bien, leur présence s'explique aussi par une anomalie au niveau du génotype, et là, typiquement, on est dans ce cas-là au niveau de la mucoviscidose. Alors, on va faire cette démarche, et déjà, quand on regarde un patient malade de la mucoviscidose, à l'heure actuelle, c'est une espérance de vie d'à peu près 40 ans, et voici la principale cause de mortalité, c'est-à-dire c'est une destruction des poumons. Alors, pourquoi destruction des poumons? Parce que c'est des gens qui vont avoir des infections bactériennes à répétition au niveau pulmonaire, et donc ça va finir par carrément détruire des parties importantes de poumons. Et donc voilà le principal symptôme macroscopique, même si il y en a d'autres. Alors, quand on regarde un petit peu plus en détail, on s'aperçoit au niveau cellulaire que ces infections bactériennes, comme on le voit ici, sont liées à des proliférations de bactéries dans les poumons. C'est normal qu'il y ait des bactéries dans les poumons, mais il ne doit pas y en avoir trop. Sinon, il y a des fois il y a des proliférations qui sont des infections, clairement pas normales. Et donc c'est quelque chose qui se produit de façon répétée chez ces personnes, et ça se produit aussi, c'est lié à un encombrement des poumons avec ce qu'on appelle du mucus. Le mucus, c'est quelque chose de naturel, c'est un liquide, plus ou moins liquide, qu'on a à l'intérieur des poumons. On va dire que les gens qui ont la mucoviscidose, ils ont un mucus très épais, surabondant, qui encombre leurs poumons. C'est un peu comme s'ils avaient une espèce de toux grasse extrêmement épaisse en permanence. Alors, ce mucus, normalement, le mucus doit être assez fluide. Et ce mucus assez fluide a une fonction qui constitue un piège pour les poussières et aussi pour les micro-organismes qu'on a inspirés. Et une fois que ces micro-organismes et ces poussières sont piégés par ce mucus qui normalement doit être assez liquide, eh bien, il y a des cils vibratiles qu'on voit ici qui doivent faire remonter en fait les particules agglomérées dans un petit peu de mucus pour les faire ressortir à l'extérieur de notre corps. Alors, il faut savoir que ce mucus, qui normalement est assez fluide, chez les personnes qui sont atteintes de mucoviscidose, il est très épais. Il est tellement épais qu'il s'accumule et que les cils n'arrivent plus à l'évacuer. Alors, le fait qu'il soit fluide chez une personne normale, c'est lié à la présence de chlore, donc l'ion Cl-, qui est sécrété par des cellules qui sont les cellules de la paroi en fait, des poumons. Donc normalement, les cellules de la paroi pulmonaire sécrètent du chlore Cl-, et ce chlore fluidifie le mucus, qui fait que ça lui laisse son aspect liquide, et ça lui permet d'être entraîné vers l'extérieur, de piéger les bactéries et entraîner vers l'extérieur. Donc forcément, quelqu'un qui est malade, il n'a pas ce phénomène qui fonctionne, et donc du coup, bien, vous avez une accumulation de mucus, qui d'abord, en soi, ça crée des difficultés respiratoires, et puis ce mucus, il est constitué de protéines, et donc il devient lui-même une nourriture pour des bactéries, qui non seulement ne sont pas évacuées, mais en plus sont une nourriture surabondante. Donc vous avez comme ça ces infections qui se produisent à cause de ce mucus. Alors, soit dit en passant, la fluidification du mucus par l'ion Cl-, il n'y a rien d'extraordinaire, puisque quand vous mettez du liquide physiologique dans le nez, c'est du Na+Cl-, c'est du NaCl, c'est de l'eau avec du sel,
Donc en fait, c'est ces ions-là qui viennent fluidifier en fait vos mucus que vous avez dans le nez, etc. Donc c'est comme ça que le sérum physiologique permet de dégager en fait par une action volontaire de notre part. On peut rajouter nous-mêmes le chlore. Ceci dit, dans le fond des poumons, là on ne peut pas y avoir accès comme ça. Et il y a un phénomène naturel qui, donc, chez les personnes atteintes de mucoviscidose, ne se produit pas et ce qui leur cause bien des problèmes. Alors, si on continue à descendre dans les explications, maintenant on va passer à l'échelle moléculaire. Vous avez ici la principale explication, c'est le cas majoritaire des gens atteints de mucoviscidose. On a identifié en vert une protéine qui s'appelle la protéine CFTR, qui est une protéine qui est chargée justement d'évacuer en fait le chlore depuis les cellules dans le mucus. Cette protéine est une protéine membranaire. Normalement, elle doit être présente dans la membrane des cellules pulmonaires. C'est ce qui se passe dans le cas A. Vous avez ici des cellules, on voit le noyau qui est en bleu, et on voit que toute la membrane des cellules pulmonaires est verte, puisque les CFTR qu'on a ici marqués en vert se retrouvent bien dans la membrane chez la personne normale des cellules pulmonaires. Chez une personne atteinte de mucoviscidose, la plupart du temps, on a ce phénomène-là, où on observe en fait que les protéines CFTR ne sont pas allées dans la membrane et qu'elles sont restées entre guillemets coincées dans le cytoplasme et donc elles ne peuvent pas remplir leur fonction. On verra après qu'il y a d'autres types de mucoviscidose, mais c'est le cas majoritaire. Donc cette protéine qui est chargée de transporter le chlore à l'extérieur de la cellule dans la lumière des poumons, dans le mucus, eh ben, elle n'est pas à sa place et donc elle ne peut pas fonctionner. Alors, cette protéine, si elle n'est pas à sa place, la plupart du temps, c'est lié à quelque chose qui se passe au niveau d'un acide aminé qui s'appelle la phénylalanine et qui est en position 508. Cet acide aminé, on a remarqué que sa position était indispensable. Il est ici dans une zone qui est ici marquée en vert, qui est une zone de la protéine qui est la zone enchâssée dans la membrane. Donc c'est la zone qui se met à interagir avec les parties lipophiles, vous avez vu ça en tronc commun, de la membrane. Et donc on a remarqué que lorsque cet acide aminé n'était pas là ou était changé par un autre, eh bien la protéine ne pouvait pas s'installer à sa place dans la membrane. Et donc il se trouve qu'effectivement, du coup, chez les individus atteints de mucoviscidose, on a souvent cette mutation où vous voyez que l'acide aminé phénylalanine 508, qui normalement est positionné de cette façon-là, il est absent en fait de la plupart des patients atteints de mucoviscidose. Alors pourquoi est-ce que cette protéine est anormale chez ces patients? Eh bien c'est parce qu'ils ont une mutation au niveau de l'ADN. Et donc au niveau du génotype, on retrouve ici un exemple de CFTR muté. Vous voyez qu'ici il y a eu des délétions qui font qu'il y a deux nucléotides qui sont changés, en particulier le nucléotide qui donne normalement la phénylalanine en position 508. Donc voilà, au bilan, la mucoviscidose est une maladie génétique, alors récessive, puisque en fait il suffit d'avoir un allèle normal pour ne pas être malade. L'individu hétérozygote n'est pas malade, c'est pour ça que la maladie est récessive. Monogénique, car il n'y a qu'un gène qui est impliqué, c'est la situation la plus simple. Et puis autosomique, parce que cette mutation est localisée sur le chromosome numéro 7, donc elle n'est pas localisée sur les chromosomes sexuels. Et donc il y a deux types de maladies génétiques, il y a celles qui sont sur des autosomes, donc c'est le plus fréquent bien sûr, c'est sur les chromosomes qui ne sont pas sexuels, donc de 1 jusqu'à 22. Et puis il y a les maladies génétiques qui sont liées au sexe et qui sont elles soit sur les X, soit sur les Y, c'est un petit peu plus rare, mais ça existe. Donc finalement, vous voyez qu'on peut retourner le récit dans l'autre sens. On a un gène CFTR muté, qui fait qu'on a une protéine CFTR mutée, qui n'est pas normale. Cette protéine mutée, du coup, fait que les cellules pulmonaires ne mettent pas le chlore sur les poumons, ce qui fait qu'on a un mucus maintenant au niveau macroscopique qui est trop épais et donc qui ne permet pas le fonctionnement normal des poumons, ni en respiration, ni en évacuation des bactéries, et même au contraire, vous avez un milieu parfait pour la prolifération de bactéries pathogènes. Donc voilà typiquement une maladie, vous voyez, qui est entièrement causée par un désordre génétique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là au niveau traitement? Eh bien on va avoir des traitements phénotypiques qu'on va pouvoir qualifier de palliatifs, c'est-à-dire qu'on va essayer d'arranger un peu la situation, mais évidemment on ne va pas parler de guérir. Alors arranger la situation, ça peut se faire au niveau macroscopique, déjà tout bêtement par la kinésithérapie respiratoire, donc c'est-à-dire qu'il s'agit physiquement d'appuyer sur le thorax pour essayer de faire sortir un maximum de mucus. Donc c'est quelque chose qui fonctionne et qui permet de faire sortir du mucus pour évacuer physiquement
en appuyant sur le thorax. Donc c'est quelque chose qui est pratiqué, qui peut se pratiquer dès les bébés, y compris sur des personnes plus grandes. Et donc il s'agit de l'évacuation physique du mucus. On peut aussi, pour prévenir et même pour lutter contre les infections bactériennes, on va dire plutôt une fois qu'elles sont là, pratiquer ce qu'on appelle la nébulisation d'antibiotiques. Donc il s'agit d'injecter des antibiotiques sous forme de fines gouttelettes qui vont du coup rentrer assez profondément dans les poumons, au plus près de ces infections, pour aller tuer les bactéries. Alors, évidemment, on verra dans le chapitre d'après que les antibiotiques, vous avez sûrement retenu le slogan de la fameuse campagne, c'est pas automatique, à trop les utiliser, ils perdent en efficacité. Et donc là, typiquement, on est sur des patients qui en ont absolument besoin, mais c'est pas non plus la panacée, on peut pas tout régler avec les antibiotiques. Et puis, in fine, on peut même aller jusqu'à des greffes de poumons, mais enfin là, on est plutôt malheureusement sur des stades d'évolution assez graves de la maladie. Alors, on a aussi un deuxième type de traitement. Là, je vous parlais de traitement qui était assez macroscopique, qui était sur des grandes échelles. On peut aussi agir à des échelles plus petites pour essayer d'arranger la situation. Alors, moi, je vous ai parlé du cas majoritaire. 70% des patients atteints de mucoviscidose ont le problème que je vous ai décrit. Mais il existe d'autres nuances un petit peu. Vous avez par exemple cette mutation-là, qui s'appelle G551D, qui concerne seulement 2%, 2,2% des patients, mais où la protéine CFTR n'est pas restée coincée dans le cytoplasme, elle est à sa place, mais elle ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, par exemple, on a mis au point un médicament, et ce médicament, en fait, c'est une protéine qui va interagir avec la CFTR et qui lui redonne sa capacité à fonctionner normalement. Donc on va ingérer une protéine qui va interagir avec la CFTR et lui rendre un peu de fonctionnalité. Pour la mutation où la CFTR n'a pas pu aller dans la membrane, aujourd'hui il n'existe pas de traitement de ce type-là, mais il y a des équipes qui travaillent sur des molécules qui pourraient s'associer avec la CFTR et lui rendre sa capacité à se positionner au bon endroit qui lui a été donnée par cette phénylalanine 508 et qu'elle a perdu à cause de la délétion de cet acide amine. Donc ça n'est pas au point, mais c'est en voie de recherche. Donc ce que je viens d'évoquer, ce sont des thérapies phénotypiques, là à l'échelle moléculaire, protéique, mais ce sont des thérapies phénotypiques. Maintenant, on a l'espoir un jour d'arriver peut-être à guérir cette maladie. Et pour ça, eh bien, l'espoir, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'intervenir encore plus tôt dans le processus et d'intervenir carrément au niveau du gène. Alors, il y a deux types de thérapie génique. Il y a la thérapie génique in vivo et il y a la thérapie génique qu'on verra après ex vivo. La thérapie génique in vivo, l'idée est la suivante. On prend un virus, et dans le cas de notre situation, on va prendre un virus respiratoire, c'est un virus qui attaque les cellules pulmonaires. On le rend inoffensif, c'est mieux s'il est inoffensif même dès le départ, parce que sinon on risque par nos recherches de créer des choses un peu dangereuses. Mais l'idée c'est de mettre dans ce virus de l'ADN de CFTR normal. Le virus va rentrer dans les poumons, essayer d'injecter son matériel génétique à l'intérieur des cellules pulmonaires, et c'est exactement ce que l'on souhaite. On souhaite que les gènes de CFTR normaux se retrouvent dans les cellules pulmonaires pour que ces cellules pulmonaires fabriquent des CFTR normales. Alors, ça a déjà été fait, ça fonctionne, mais il y a un certain nombre de problèmes. Les deux types de problèmes qu'on a, c'est premièrement que les virus en eux-mêmes déclenchent une réaction inflammatoire. Or, le grand problème de cette maladie, c'est les réactions inflammatoires. Donc finalement, on règle un problème, mais avec quelque chose qui cause le même problème. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu embêtant. Mais surtout, plus embêtant, parce qu'à la limite, on pourrait peut-être trouver des solutions sur des virus qui déclenchent des réactions inflammatoires plus faibles, mais plus embêtant, c'est que en fait, les cellules pulmonaires se renouvellent vite. Et donc cette opération, elle a déjà été faite, mais on s'aperçoit que ça produit des résultats, mais ces résultats sont très courts parce que les cellules pulmonaires se reproduisent très vite. D'où l'idée de la thérapie génique ex vivo, qui est une thérapie génique qui donne encore plus d'espoir. L'idée, ça serait d'aller prélever des cellules souches du patient. Qu'est-ce que c'est que des cellules souches? Ce sont des cellules pulmonaires, mais situées de façon plus basale, plus à la base des muqueuses du poumon, et ce sont les cellules qui en fait se multiplient pour fabriquer les cellules pulmonaires. Et donc si on arrive à les prendre, ces cellules, qu'on appelle les cellules souches, ces cellules qui se multiplient, qui vont permettre le renouvellement des cellules pulmonaires, si on arrive à les prendre, si on arrive à les infecter cette fois en laboratoire pour corriger leur CFTR et leur injecter un CFTR normal, et ensuite réinjecter ces cellules au bon endroit dans du tissu pulmonaire, à ce moment-là, eh bien, on aura réglé le problème de façon durable, puisqu'en fait, cette fois, les cellules souches en fait, vont se multiplier pour remplacer d'elles-mêmes les cellules pulmonaires.
Ça, on est encore, on va dire, au stade de l'idée, mais ça soulève beaucoup d'espoir de guérison. Et il faut savoir que sur la mucoviscidose, on n'a pas de guérison aujourd'hui par thérapie génique. On a des pistes, on a des résultats intéressants en thérapie in vivo, mais il y a d'autres maladies génétiques où la thérapie génique a permis de guérir des gens qui avaient des maladies extrêmement handicapantes. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez miraculeux et qui donne de l'espoir. Alors maintenant, c'est vrai que le mieux, c'est quand même, et ça restera quand même sans doute, d'éviter de donner naissance à un enfant atteint. Alors pour ce faire, on va imaginer une situation un petit peu concrète. Vous avez ici une famille, et on va partir du vécu, d'imaginer la situation de cette femme. Alors vous avez un arbre généalogique qui représente la famille. Il y a quelques règles très simples. Les ronds représentent des femmes, les carrés représentent des hommes. Vous voyez les générations qui se succèdent. Chaque individu d'une même génération est placé sur une même ligne. Et puis vous avez comme ça des couples avec un homme et une femme qui engendrent des enfants. Ensuite, on a représenté en rouge les individus malades et en jaune les individus qui ne sont pas malades. Donc vous voyez cette jeune femme, comme elle a une sœur malade, qu'elle a un oncle malade de la mucoviscidose, elle imagine qu'elle est sans doute il est plus probable qu'elle soit elle-même porteuse de l'allèle muté de la mucoviscidose. Et au moment de faire un enfant avec un homme qu'elle a rencontré, donc elle ne connaît peut-être pas la famille, ou en tout cas on va partir d'abord dans un premier temps du principe qu'on ne connaît pas sa famille, eh bien elle a peur d'avoir un enfant malade. À ce moment-là, elle peut avoir recours à ce qu'on appelle le conseil génétique, c'est-à-dire avant de faire son enfant, elle va consulter un médecin spécialiste de la question, un généticien, qui va étudier son cas. De prime abord, juste avec les informations qu'on a, on peut dire qu'elle a en fait 2 chances sur 3 d'être porteuse de la maladie, c'est-à-dire d'avoir l'allèle muté, d'être hétérozygote et d'avoir aussi l'allèle non muté. Je vous expliquerai après comment j'arrive à ce calcul de 2 tiers. Dans la population française, il y a à peu près 1 personne sur 30 qui est porteuse de l'allèle muté. Donc c'est intéressant, ça veut dire à peu près un élève par classe par exemple, donc c'est quelque chose qui n'est pas si rare que ça, mais bien sûr il s'agit de porteurs non malades. Quand vous avez 2 individus qui sont porteurs sains, qui font des enfants, ils ont, et j'expliquerai après pourquoi, 1 chance sur 4 de faire un enfant malade. Donc comme ça, avec les informations qu'on a pour l'instant, ce couple a 2 chances sur 360 de donner naissance à un enfant malade. Et à partir de là, le médecin, c'est un risque assez faible, et le médecin ne peut pas leur proposer grand-chose de plus, si ce n'est que, quand même, on peut lever le doute sur ces 2 probabilités-là, puisque ces individus, s'ils le souhaitent, s'ils sont d'accord, peuvent procéder à un test pour savoir vraiment ce qu'ils ont au niveau de leurs allèles pour ce qui concerne la CFTR. Alors pour ça, ils pratiquent un test qui est basé sur une électrophorèse d'ADN, je ne reviens pas dessus, vous avez déjà étudié ça et même pratiqué en travaux pratiques. Donc voici ici les 3 témoins, les 3 cas de figure qui sont possibles à l'issue de ce test de dépistage. Lorsque vous avez un individu qui est sain et qui n'est pas porteur, il va avoir un fragment d'ADN ici qui migre pas trop, avec une coloration assez intense, puisque tous ces allèles sont normaux et vont migrer jusqu'à cette position-là. Un individu qui est malade, il est aussi homozygote, il a 2 allèles mutés, et donc il va avoir une tâche aussi assez intense, mais il se trouve que cette bande, enfin cet ADN va migrer un peu plus sur cette technique-là, et donc ça fait une bande qui se situe un petit peu plus bas. Et lorsqu'on a un individu porteur sain, c'est-à-dire un individu qui n'est pas malade, parce qu'il est hétérozygote, qu'il a la version malade et la version pas malade, et la maladie, je vous rappelle, est récessive, à ce moment-là, logiquement, il y a 2 bandes qui apparaissent, chacune avec une intensité un peu plus faible que sur les cas précédents, et donc à savoir cette bande qui correspond au fragment de l'ADN normal, et cette bande qui correspond au fragment d'ADN muté. Et là, par exemple, dans le cas de ce couple, eh ben, on va voir ces résultats-là, qui montrent que finalement, eh bien, il se trouve que et lui et elle sont tous les 2 des porteurs sains. Et donc à ce moment-là, on a levé le doute sur leur probabilité, on sait maintenant qu'ils sont porteurs sains, et donc finalement ils vont avoir une chance sur 4 d'avoir un enfant malade. Alors pourquoi une chance sur 4? Et puis aussi pourquoi tout à l'heure je vous ai dit qu'elle avait, cette dame, cette jeune femme, 2 chances sur 3 d'être porteuse de cette allèle muté. Eh bien regardez, quand monsieur va fabriquer les ovules, des spermatozoïdes, s'il est porteur sain, il va avoir la moitié de ses spermatozoïdes qui possèdent l'allèle normale et la moitié de ses spermatozoïdes qui possèdent l'allèle pas normale. Quand c'est madame, c'est exactement la même chose, elle fabrique des ovules, et dans ces ovules, du fait de sa génétique à elle, la moitié des ovules porteront l'allèle normal, et la moitié des ovules porteront l'allèle malade. Du coup, ça fait une figure, un tableau qu'on appelle un échiquier de croisement, dans le cas de ce couple,
qui va donner 4 cas de figure différents. Le premier cas de figure, c'est que si les deux parents donnent l'allèle normal, l'enfant sera normal, il ne sera pas malade, et en plus, il ne sera pas porteur, c'est-à-dire que cet enfant ne pourra en aucun cas lui-même avoir d'enfant malade. Ensuite, vous avez 2 cas de figure sur les 4, donc la moitié des probabilités, où vous avez un enfant qui ne sera pas malade, lui non plus, mais qui par contre sera porteur d'une version malade, puisque vous voyez ici qu'on est sur des hétérozygotes. Et puis, ils auront une chance sur 4, donc 25% de probabilité, de donner naissance à un enfant qui possédera 2 fois l'allèle malade et donc qui sera malade de la mucoviscidose. À ce moment-là, ce couple, compte tenu des tests et de ses résultats, a 25% de probabilité de donner naissance à un enfant malade d'une maladie grave. Je reviens tout à l'heure, lorsque je vous ai dit que cette jeune femme, avant de faire le test, avait 2 chances sur 3 d'être malade. Comme sa sœur est malade, ça veut dire que les 2 parents sont sains, ça veut dire forcément que les 2 parents sont des porteurs sains, et que donc on se rapporte à ce type de tableau. Comme elle n'est pas malade, ça veut dire qu'on peut éliminer cette hypothèse-là, sinon elle serait malade. Donc il nous reste 3 cases pour analyser le cas de la mère au départ, et donc du coup, on sait qu'elle avait 2 chances sur 3, de risque sur 3 plutôt, d'être porteuse de cet allèle muté. Donc voilà comment j'ai raisonné tout à l'heure. Donc ce couple en tout cas maintenant se retrouve dans une situation qui, compte tenu de la loi actuelle, leur permet d'avoir recours à une technique qui s'appelle le diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire que pour faire leur enfant, étant donné qu'ils ont un risque fort, plus de 25%, 25% en tout cas minimum, de faire un enfant qui sera atteint d'une maladie grave, puisqu'une espérance de vie aujourd'hui, malgré toute notre médecine, qui ne dépasse pas les 40 ans, est incurable, puisqu'on n'a aucun moyen de guérir durablement de cette maladie aujourd'hui, eh bien la loi leur permet d'avoir recours à la DPI. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, ils vont faire leur enfant par des techniques de fécondation in vitro, c'est-à-dire qu'on prélève des ovules chez madame, des spermatozoïdes chez monsieur, on les fait se féconder en laboratoire dans des éprouvettes, on va dire, ou dans des récipients en tout cas, in vitro, dans un laboratoire, et on laisse se faire les premières divisions qui vont donner un petit embryon. Petit embryon, donc vous voyez ici un exemple, une photo, c'est vraiment comme ça. Donc là, vous avez, si je me souviens bien, une douzaine de cellules, peut-être qu'il y a certaines qu'on ne voit pas bien. Toujours est-il qu'une fois qu'on a ce stade de quelques cellules, on va prélever une cellule, vous voyez, ils sont en train de le faire ici. Ça n'est pas gênant dans le développement de l'embryon. Par contre, on va pouvoir analyser cet ADN. Donc on va faire des PCR pour l'amplifier, puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cet embryon. Et là, eh bien, on va prendre une décision. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va réimplanter dans l'utérus de la femme que des embryons qui ne possèdent pas d'allèle muté. Et bien sûr, on ne va pas réintroduire un enfant malade et on ne va pas non plus réintroduire un enfant qui serait porteur, comme ça, tant qu'à faire. On est sûr d'avoir un enfant non malade et qui ne fera pas d'enfant lui-même malade. Donc cette technique et cette technologie est très bien au point aujourd'hui, ça fonctionne extrêmement bien, mais c'est très encadré par la loi et justement, on aura l'occasion d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que la loi française est ainsi. Il y a des lois très différentes dans d'autres pays et c'est quelque chose qui est intéressant sur le plan éthique. Voilà, donc j'ai détaillé un petit peu ce que je voulais sur un exemple de maladie purement génétique et en plus monogénique, c'est-à-dire causée par un seul gène, c'est le cas le plus simple, à savoir la mucoviscidose. Dans une prochaine vidéo, nous étudierons le cas de maladie liée à plusieurs facteurs, ça peut être plusieurs gènes et on verra aussi l'influence de l'environnement. On développera un petit peu les débats éthiques. En attendant, pour pratiquer un petit peu ces notions de calcul de risque génétique et de cas particuliers, je vous invite à effectuer l'exercice 2, page 327 du livre Nathan. Voilà, je vous remercie de votre attention.